C'est comme une fois où il y a une fille qui m'a dit, ouais, enfin on devait se voir et tout, elle m'a dit, oublie pas ta tu vois, des trucs comme ça. En mode, si tu viens, prends ta prothèse, parce que sinon, t'es pas intéressant, quoi. Voilà. Bonjour. Salut. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est Jacob Elijah, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans, et je suis un homme trans, créateur de contenu, je suis aussi militant un peu parfois, et voilà, j'essaie de déconstruire des stéréotypes auxquels je fais un peu face dans ma vie quotidienne. T'es créateur de contenu sur Insta, TikTok. C'est quoi le contenu que tu crées? Alors le contenu que je crée, à la base c'était un contenu qui était très militant. En fait mon compte quand je l'ai créé il s'appelait Trans Noir parce que je voulais justement quelque chose de très déconstruction, tout ça. Et puis en fait avec le temps j'ai voulu partir un peu plus sur un truc lifestyle et tout. Et du coup j'ai commencé à créer en fait un peu tout. Vraiment des choses qui me représentent, des choses que j'aime faire, des choses que j'ai envie de dire, des choses qui me font rire. Voilà, je partage un peu tout en vrai. Est-ce que c'est important de dire que tu es encore trans malgré ta transition? Alors pour moi c'est important, surtout pour des questions de représentation. Je pense que si tout le monde transitionne et après sa transition ne dit à plus personne qu'il est trans, comment on sait, enfin tu vois, en fait on a besoin de représentation de gens qui disent haut et fort qu'ils sont trans et qui sont fiers de ça et qui font des choses même s'ils sont trans en fait. Et moi c'est quelque chose dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune, de voir des gens qui étaient noirs, qui disaient qu'ils étaient trans, qui faisaient des études, qui faisaient des posts, enfin qui faisaient plein de trucs qui leur plaisaient. Et en fait, je pense que c'est important, même pour les plus jeunes, de continuer à dire qu'on est trans, ouais, et de ne pas le cacher, si on peut. Tu dis que tu n'avais pas de représentation, mais alors il y a quand même eu un parcours, un âge. Tu as commencé peut-être à te poser des questions. Comment ça marche le parcours? Alors, moi, mes premières questions, en fait, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je pense que quand j'étais plus jeune, je savais que j'étais un garçon, mais je ne savais pas que j'étais trans, dans le sens où je savais au fond de moi que j'étais un garçon, mais je ne savais pas qu'il y avait un parcours pour ça. Je ne savais pas qu'en grandissant, il fallait forcément, comment dire, enfin pas qu'il fallait, mais que j'aurais ce besoin en tout cas d'être perçu correctement. Je ne pensais pas que ce serait un combat, honnêtement. Tu as dit que tu as commencé ta transition en 2020 du coup. Exactement. Tu avais quel âge en 2020? Est-ce qu'on peut En 2020, j'avais 16 ans. Non, attends. J'avais... Je suis né en 2004. J'allais avoir 16 ans, voilà, quand j'ai commencé. Donc tu étais mineur. Exactement. Comment ça se passe quand tu es mineur? Enfin, le process de la transition. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, il faut l'accord de tes parents pour absolument tout. Accord que je n'avais pas, évidemment. Voilà, mes parents noirs, catholiques, tout ça, bon, super. Donc en fait, honnêtement, j'ai commencé les hormones de mon côté, tout seul. Alors, heureusement, je suis quelqu'un d'un peu sérieux quand même. Donc en fait, je me faisais suivre par un endocrinologue. En fait, lui, il n'avait pas le droit de me prescrire quoi que ce soit. Donc il me prescrivait rien, mais il me faisait faire des prises de sang que je lui demandais pour être sûr que tout allait bien. Donc, en gros, je prenais les hormones de mon côté et j'allais le voir et je disais oui, bon, bah, est-ce que je peux faire une prise de sang au moins pour vous vérifier que je ne vais pas mourir, quoi. Voilà, c'était des trucs comme ça. Donc au moins, c'était quand même surveillé. Mais en tout cas, c'est pas du tout à faire. Enfin, je déconseille de prendre des hormones de son côté. Et donc en fait, c'est un peu en faisant des recherches pendant le confinement de mars 2020, donc pendant le Covid. Et vraiment, j'étais pas bien. Et du coup, j'ai trouvé en fait un peu des informations sur la transidentité. Et c'est comme ça que j'ai su que ça existait et que d'autres gens ressentaient ce que je ressentais, quoi. Est-ce que toi, la découverte de ta transidentité allait de pair avec un bouleversement de ta sexualité? Tu m'as dit qu'à l'époque, donc tu étais lesbienne. Euh, Est-ce que tu as ressenti un lien entre les deux, un lien de cause à effet? Alors, c'était un peu le bazar. Honnêtement, c'était un peu le bazar parce qu'en fait, il y a ce truc où forcément, quand tu grandis dans tu sais, dans un système un peu cis hétéronormatif, quand tu fais une transition, tu te dis, bon, ok, je transitionne, mais il faut quand même que j'aime que les femmes, tu vois. Parce que je me dis, bon, ce serait bête de faire une transition, enfin, en tout cas, c'était la pensée que j'avais, de faire une transition pour être gay à la fin, tu vois. Donc, en fait, il y avait tout ce truc aussi qui se mélangeait, mais en même temps, bah, moi, j'aimais les femmes et les hommes, donc j'étais un peu, tu vois. Donc, c'est vrai que c'était une période où c'était très, très compliqué. J'ai dû un peu mettre ça de côté et me dire juste, bah, si je suis attiré, j'y vais, et au pire, voilà, je me pose pas de questions. Donc, je sais qu'il y a une période où j'avais pas vraiment d'étiquette. J'étais juste un mec trans ouvert. Voilà. Donc toi, tu as vécu en tant que femme noire. Aujourd'hui, tu vis comme homme noir
trans, il y a forcément aussi une fétichisation. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux catégories de fétichisation? Alors en fait, c'est marrant parce que généralement, les gens, quand ils me demandent pourquoi j'ai fait ma transition, ils me disent est-ce que tu voulais fuir la misogynie? Sauf qu'en fait, ils oublient que je suis aussi noir et que j'ai pas vécu que la misogynie en fait. Et que si j'avais voulu vraiment fuir quelque chose, j'aurais fait une transition homme blanc, honnêtement. Donc en fait, je dirais que c'est différent. Forcément, c'est différent, l'impact n'est pas le même. On n'est pas. Enfin, je pense qu'on ne souffre pas autant que les femmes noires, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, avant, je sais pas, on pouvait se permettre de toucher mes cheveux, ce genre de trucs. Maintenant, c'est quelque chose qu'on fait plus. Mais inversement, maintenant, bah, je parais plus dangereux par rapport, enfin, aux yeux de la police, par exemple, ce qui n'était pas le cas quand j'étais une femme noire, même si, bon, c'est pas toujours le cas, mais bon. Alors, la fétichisation du côté des... Alors, quand j'étais une femme noire, du coup, je l'ai vécu, mais je pense que la fétichisation en étant un homme noir, c'est quelque chose qui m'impacte plus. Peut-être parce que bah, c'est ma véritable identité, forcément. Mais c'est vrai que je suis tombé sur beaucoup de gens qui s'attendent à ce que je sois hyper actif sexuellement, que je sois vraiment au taquet et tout, alors que bah, c'est pas du tout le cas. J'ai pas vraiment cette facilité à avoir des rapports comme ça avec n'importe qui. Un coup d'un soir et tout, c'est pas du tout mon délire. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois, même pour un mec, surtout un mec noir, de dire que parfois on n'a pas envie d'avoir des rapports. Donc ouais, c'est pas évident. Comment ça marche en fait la drague quand on est une personne trans? Parfois la personne, je lui disais pas, mais elle le savait pas. Mais je prenais quand même le temps de discuter avec et tout. Et une fois que je voyais que ça commençait à devenir sérieux, bah, je lui disais. Dans le sens où, pour moi, arriver comme ça avec l'information en mode coucou, je suis trans, est-ce que tu veux parler avec moi? C'est pas la meilleure chose à faire, selon moi. Je pense que je suis bien plus que trans, qu'il y a des choses à savoir sur moi. Et je pense que c'est important bah, qu'on prenne le temps de juste se présenter, de dire ce qu'on aime, etc. Et si ça devient vraiment intéressant, bah, je te dirais ça, genre que je suis trans. Mais pour moi, c'est pas un truc obligatoire à dire comme ça directement, quoi. Et là, ce que je vais te poser, c'est peut-être une question très cis, mais est-ce que c'est transphobe de ne pas vouloir coucher avec une personne trans? T'as dû l'entendre 1 million de fois. Ouais, c'est une grande question ça, mais en vrai, moi, je pense que non. En fait, ça dépend de la manière dont c'est dit. Je pense qu'on a tous le droit de dire non. En fait, il n'y a pas d'obligation de coucher avec qui que ce soit, que la personne soit trans ou pas. Si t'as pas envie de coucher avec quelqu'un, tu dis non, point. Et ça doit être respecté. Le consentement s'applique dans toutes les situations. Je pense que juste, par contre, il faut faire attention à comment on le dit à la personne. Faire attention à pas la blesser, pas la vexer, pas l'insulter, ce genre de choses. Mais on peut juste dire non, écoute, j'ai pas envie de coucher avec toi. Et la personne, bah, ça peut lui faire de la peine, mais c'est pas notre problème, quoi. Voilà. Et l'inverse, ne vouloir coucher qu'avec des personnes trans. De vouloir coucher avec des personnes. Oh mon Dieu. Ah, désolé. Hein. Ah non, c'est ma phobie. C'est vraiment. Après, ça dépend qui. Je sais qu'il y a des personnes trans qui aiment être qu'avec des personnes trans pour se sentir en sécurité, tout ça. Ça, je le conçois. Mais être une personne cis et vouloir sortir qu'avec des personnes trans, je comprends pas trop. C'est un peu. Enfin, c'est fétichiste, quoi. C'est très bizarre, je trouve. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Moi, en tout cas, c'est non. Voilà. T'as déjà eu des expériences comme ça Alors, je sais pas si cette personne. Alors, oui, je crois que oui, mais alors, c'était pas forcément sortir qu'avec des personnes trans, mais c'était plus en mode bon, moi, je suis en couple avec. Alors, en fait, c'était un date. La meuf, elle était en couple libre avec un mec cis. Et elle me dit écoute, bon, mon côté LGBT, il ressort. Je suis en couple avec un mec cis, mais bon, j'aimerais bien sortir avec une personne LGBT. Sauf que, en fait, ça pointait du doigt précisément ma transidentité parce que t'es déjà en couple avec un mec cis, donc avec un mec. Si tu veux vraiment une relation LGBT, sors avec une meuf au pire. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, son truc, c'était vraiment, non, j'ai un mec cis, mais j'aime bien les mecs, mais je veux quand même essayer parce que t'es trans. Du coup, c'était très bizarre. Il y a des situations comme ça. Et j'ai fui. Littéralement, j'ai fui. Voilà. Pour moi, c'est... non, ce genre de situation, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est vraiment juste essentialiste et j'aime pas ça du tout, quoi. Est-ce qu'à un moment, ça a été compliqué d'avoir des relations sexuelles en tant que personne trans? Oui, honnêtement, oui. Et je pense que, en fait, je pouvais pas coucher avec n'importe qui. Enfin, par exemple, les coups d'un soir, honnêtement, quand t'es trans, comment on fait ça, s'il vous plaît? Parce que moi, vraiment, tu rencontres quelqu'un en boîte. Alors déjà, parfois, t'es pas opéré. Donc, en fait, il faut avoir ta prothèse sur toi. Parce que sinon, en fait, c'est trop compliqué. Il y a trop de choses. Si la personne, en fait, elle est pas à l'aise avec le fait que t'aies pas ta prothèse sur toi, comment tu fais? Et enfin, il y a trop de choses déjà d'un point de vue pratique, c'est compliqué. Mais aussi, bah, en fait, comment tu dis à quelqu'un que tu as kiffé un soir comme ça, bon, bah écoute, je suis trans, est-ce que tu veux bien?
Et après, ça te plombe ta soirée, en fait, si la personne elle dit non. En fait, on n'a pas, je trouve, les mêmes. Là, en tout cas, c'est pas facile. Moi, je trouve que vraiment, à ce niveau-là, c'est pas simple du tout. Donc, ça, déjà, les coups d'un soir, pour moi, c'est mort. Et du coup, non, je pouvais pas coucher avec n'importe qui. Il fallait que ce soit quelqu'un avec qui j'ai un lien, avec qui j'arrive à discuter, avec qui je me sens vraiment à l'aise et qui est au courant pour ma transidentité et qui est OK avec ça et qui me fera pas de remarques, qui va pas me forcer à faire quoi que ce soit. Et voilà, quoi. Mais est-ce que la dysphorie de genre, elle est aussi prégnante dans la vie sexuelle des personnes trans, mais de toi en particulier? Oui, clairement oui. Moi, je sais qu'il y a une période où c'était pas possible qu'on me touche du tout. Enfin, en tout cas, quand j'avais ma poitrine, déjà ma poitrine c'était mort. C'était enfin, une zone qu'on pouvait pas toucher du tout. Mes parties intimes, bah, ça dépendait. C'était vraiment. Mais là, quand j'y repense, non, non, non. Honnêtement, c'était très compliqué au début. Mais là, en fait, c'est avec le temps, quand tu gagnes en confiance, quand tu gagnes en aisance dans ton genre, etc., que ça se débloque tranquillement, quoi. Ouais. Avant, mon torse, c'était une partie qu'on pouvait pas du tout toucher. Maintenant, c'est une zone érogène. Du coup, c'est trop bizarre parce qu'en fait, avant, avec ma poitrine, j'avais jamais kiffé qu'on me touche ma poitrine. Et maintenant, quand on touche mon torse, je kiffe de ouf, tu vois. Et je pense que, oui, honnêtement, les opérations, ça change tout, vraiment. La prothèse, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les gens Alors, qui ne connaissent pas? ok, alors en fait, il y a différents types de prothèses. Il y a les STP, je crois que c'est Stand to Pee. Alors, ça, c'est les prothèses pour faire pipi. Il y a les prothèses juste en érection pour avoir des rapports. Et il y a les packers. Et ça, c'est juste pour avoir la forme d'un pénis dans le pantalon. Et il y a aussi les 3 en 1. Donc en fait, tu peux tout faire et tout est là, quoi. Euh, Maintenant, c'est pas hyper pratique. T'as pas toujours de sensations. Ça dépend de la marque que tu achètes, ça dépend du kit plaisir qu'il y a, ça dépend. Enfin, parfois ça marche par frottement. C'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas ouf. Euh, Ça marche dans certaines positions, d'autres non. En vrai, c'est pas toujours évident. Puis aussi, c'est des prothèses qui sont très chères de manière générale. C'est pas accessible à tout le monde. Parfois, quand tu prends une taille, par exemple pour les 3 en 1, tu vas prendre une taille, c'est un exemple tout bête, hein, mais tu prends une taille très grande pour avoir des rapports. Enfin, très grande, genre on va dire 15 cm pour avoir des rapports. Et vu que c'est un 3 en 1, comment après, tu le mets dans ton pantalon, tu vois? Dans le sens où euh, tu, la prothèse que tu utilises pour avoir un rapport, c'est la prothèse que tu vas utiliser pour avoir la forme dans ton pantalon. Mais des fois, c'est juste immense. Donc comment tu fais? Est-ce que c'était important quand même pour toi ce genre de prothèse pour ta sexualité? Alors pour moi, la sexualité, oui. Pour le reste, non. Honnêtement, faire pipi debout tout ça, je m'en fous, franchement. Mais pour la sexualité, oui et non. Je pense que ça dépend en fait. En fait, ça dépend de la relation que j'ai, honnêtement. J'ai remarqué que des fois, quand je fréquente des gens qui sont dans un truc très hétéronormatif et tout, je me sens un peu obligé de l'utiliser. C'est comme une fois où il y a une fille qui m'a dit, ouais, enfin on devait se voir et tout, elle m'a dit, oublie pas ta bite, tu vois, des trucs comme ça. En mode, si tu viens, prends ta prothèse, parce que sinon, t'es pas intéressant, quoi. Mais c'est qu'on a l'impression que là, aujourd'hui, tu t'es réapproprié ton corps. Est-ce que à l'époque, tu avais l'impression que ton corps t'appartenait pas? Que ce soit d'un point de vue physique, mais aussi peut-être d'un point de vue familial. Honnêtement, oui. Alors en fait, je pense que... Alors déjà, d'un point de vue familial, je pense que j'étais là, enfin, comme j'en ai parlé en plus sur les réseaux, hein, mais cette impression d'être un peu un investissement, en fait. On te met au monde pour que tu aies un travail, que tu fasses ci, ça, et que tu fasses des enfants, pour agrandir la lignée, tu vois. Je trouve que ça fait très business, quoi. C'est très déshumanisant. Enfin, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être un peu perçu comme une poule pondeuse, quoi. C'est vraiment, t'as eu un utérus, donc tu vas t'en servir, en fait. Point. Maintenant, vis-à-vis de moi-même, euh, en fait, c'était un peu compliqué. Je sais pas si je dirais que mon corps ne m'appartenait pas, parce que bon, en fait, un corps, on en a qu'un au final. Mais je pense qu'il y a des parties de mon corps qui n'avaient rien à faire là. Ouais. Et qui me mettaient en tout cas extrêmement mal à l'aise et qu'il était important pour moi de changer, quoi, simplement. Mm. Mais de là à dire que mon corps ne m'appartenait pas. Moi, j'aime pas l'idée de sacraliser le corps, en fait. Je pense que de la même manière que quelqu'un aime pas son nez, il va le faire refaire. Bah, moi, si j'aime pas ma poitrine, je l'enlève et puis c'est tout. Voilà. Surtout que ma poitrine, c'était quelque chose que je voulais enlever avant même de comprendre que j'étais trans, en fait. C'était une opération que j'avais déjà envie de faire, mais juste je savais pas que c'était possible quand on n'avait pas eu le cancer, en fait. Donc, c'est une partie de mon corps qui m'a toujours dérangé, en fait, qui m'a toujours mis mal à l'aise, donc bon débarras, quoi. Merci. Avec plaisir.